Alors, pendant une trentaine de minutes, l'idée, c'est que nous évoquions les technologies qui impactent déjà ou qui impacteront demain l'écosystème de la confiance numérique. Voilà. Parce qu'au cours de cette journée, alors Philippe, je ne sais pas si vous l'avez suivi tout entière, mais en tout cas, moi, je l'ai suivi, je l'ai suivi forcément. On a beaucoup parlé de parcours digital, de vérification d'identité, d'authentification, d'identité numérique, de traçabilité, et évidemment, derrière tout ça, de technologie. Alors, pour illustrer ça, Philippe, je vous propose une métaphore sportive et tennistique d'ailleurs, puisqu'on est à l'approche de Roland-Garros. Et puis, et puis parce que aussi, je chapeaute ACE, qui est l'agence de création éditoriale d'Archimag, et ACE, forcément, vous savez ce que c'est le service gagnant. Donc chez ACE, on a une forte culture tennistique. Et donc, je voulais prendre, pour résumer un petit peu cette journée et tout ce dont on a parlé, l'exemple d'un joueur de tennis et de sa participation à un tournoi. Alors, si je résume, bah forcément, la première étape, c'est l'inscription au tournoi, qui se fait en ligne via un login et un mot de passe. Dans le monde du tennis, c'est un IPIN, ça s'appelle, c'est un compte utilisateur qui agrège toutes les données du joueur, son parcours dans les tournois, les points gagnés, les tournois prévus, etc. Bon, ça, c'est assez classique, c'est le compte utilisateur. La deuxième, c'est évidemment la vérification d'identité du joueur lorsqu'il arrive sur le tournoi, parce que si les stars sont connues et identifiables, on va reconnaître Djokovic et Nadal. La grande majorité des joueurs pro ou semi-pro sont inconnus des organisateurs des tournois. Et pour qu'ils participent, pour valider l'inscription, il faut évidemment présenter une pièce d'identité ou un passeport. C'est obligatoire. Ce qui leur permet ensuite d'obtenir un pass. Alors j'assimilerais ça à une espèce de carte professionnelle. Ce pass, c'est une carte, permet aux joueurs d'accéder au site, évidemment, au terrain, mais aussi au vestiaire, au terrain d'entraînement, à la salle de fitness, aux zones de restauration, de détente, partout là où le kidam, les spectateurs ne peuvent pas aller. On va dire que c'est leur parcours d'onboarding. Et puis alors après, une fois sur le court, pour valider le bon déroulement du match, il y a forcément un arbitre. C'est un tiers de confiance pour moi. Et c'est lui qui rappelle l'identité des deux parties avant de démarrer, qui s'assure du bon déroulé de chaque étape, de chaque point, et qui compte les points. Et puis en cas de litige, en cas de problème, vous le savez si vous suivez le tennis, il y a des juges de ligne qui vérifient les traces. Et puis désormais, on a ajouté aux juges de ligne, ou plutôt on les a remplacés par de la technologie, des caméras vidéo, le Hawkeye, enfin il y a plusieurs technologies qui se disputent un petit peu le marché. Et ces technologies permettent quoi? De lever, en tout cas avec certitude, le moindre doute. En tout cas, il n'y a plus de fraude et plus d'erreurs possibles. On respecte le règlement à la lettre grâce aux technologies. Une fois que la partie et le match est terminé, la transaction est validée. Le score et le nom du vainqueur sont enregistrés et certifiés par l'arbitre. Le tiers de confiance, donc. Et puis, à cela, finalement, il est aussi possible d'ajouter des technologies à l'image de la blockchain qui pourrait à terme remplacer l'arbitre. Et ce serait plus donc l'arbitre qui compterait les points, mais tous les spectateurs qui regardent le match. Et ce serait eux qui valideraient le score. C'est-à-dire que si la majorité a dit que ça fait 45, et ben ça fait 45. C'est la confiance distribuée et non gérée par un seul tiers de confiance, à savoir l'arbitre. Alors voilà, c'est un petit peu de tout ça dont on a parlé et qui se retrouve finalement dans nos vies de tous les jours, dans nos vies digitales, mais pas que. Et à quelques jours de Roland-Garros et au moment où le tennis vit peut-être ces dernières années avec un arbitrage humain transposé dans nos vies digitales, voilà, je voulais qu'on s'attarde quelques instants avec vous, Philippe, sur les technologies et les évolutions qui impactent cette sphère de la confiance numérique. Et donc, finalement, j'en vois quatre. On a parlé de la blockchain, on va s'arrêter sur celle-là un tout petit peu. Et on en a parlé avec Pascal Agosti et Eric Caprioli. Donc la blockchain, qui ne fait pas partie apparemment du texte EDA SV2, qui n'a pas été retenu, qui n'est plus vraiment un buzzword, mais pour vous, au sein de la FNTC, la blockchain, comment vous l'appréhendez? Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Alors, ben, en fait, au sein de la FNTC, on regroupe un ensemble d'acteurs. Hein. On est plus de 160 acteurs, j'allais dire du numérique au sens large. Et on produit à la fois de l'expertise, de la doctrine, on participe à des sujets de normalisation. Et on essaye de le faire sur tous les sujets qui vont être liés
avec un objectif, c'est d'avoir une digitalisation qui est fiable et sécurisée et qui est la plus diffusée possible, bien sûr. Alors, ça touche plein de sujets. Ça touche des sujets d'archivage. Alors, on a des groupes de travail sur l'archivage, on a des sujets de signature électronique, on a des sujets blockchain. C'est un des sujets de réflexion et de travail au sein de la FNTC. Des sujets qui ont été balayés aujourd'hui, hein, le KYC, l'identité numérique, le RGPD aussi, des groupes plus fonctionnels, plus orientés sur des verticales comme le groupe e-finance. Bref, la blockchain, c'est un sujet, bien sûr, puisque par définition, c'est un sujet de confiance. Alors, la blockchain, c'est une technologie. Hein, par rapport à ce que vous disiez sur l'aspect buzzword un peu. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques années, peut-être on avait une vision peut-être un peu différente. Que certains trouvaient un peu trop marketing, mais la blockchain apporte vraiment, enfin, en tant que technologie, et dans une optique de confiance, de traçabilité, de sécurisation de transactions, dans différents cas d'usage, que ce soit pour garantir une propriété, pour signer des contrats, des smart contracts, avec des notions de registre distribué. Donc là, c'est l'aspect qui va définir le score dans l'exemple que vous évoquez, plus l'arbitre, mais peut-être le public. Bref, donc de toute façon, c'est un vrai sujet de confiance numérique et c'est devenu j'allais dire, une technologie qui a sa place dans l'espace de confiance numérique, qui ne remplace pas forcément d'autres technologies, c'est plus complémentaire, mais ça apporte clairement un angle de vue et qui est très adapté sur un certain nombre de cas d'usage, pas sur d'autres, mais ça, c'est Est-ce que la vous avez loi de quelques technologie. exemples de cas d'usage? Est-ce que vous en avez? Dans quel domaine ça se développe? C'est dans la finance essentiellement, dans d'autres domaines? Alors, ça se développe, je pense, dans beaucoup de domaines. Alors, un exemple qui moi, m'est assez proche, nous, alors là, je ne parle pas au sens de la FNTC, mais dans ma vie d'entreprise, au nom de Yaling, on est partenaire, on utilise un service dans tous les services que nous, on rend au sujet justement sur les sujets KYC, qui a été évoqué dans la précédente intervention. On travaille avec une blockchain qui s'appelle Archipel, qui est aussi un acteur qui est au sein de la FNTC, pour aller, j'allais dire, vérifier l'authenticité, notamment de justificatifs de domicile, par exemple, des factures EDF, des factures Engie, et ça permet, dans un processus d'entrer en relation avec un client, de vérifier l'authenticité d'une pièce justificative qui est fournie pour garantir son adresse. Voilà, ça c'est un petit exemple, mais finalement cette blockchain permet d'assembler, d'avoir la collaboration de différents grands acteurs qui sont des grands facturiers pour fournir un service, une visibilité sur ce cas particulier qui est la vérification d'un justificatif d'adresse. Alors ça, c'est vraiment un tout petit angle, mais il y en a des milliers et des milliers des angles. Oui, enfin, c'est un angle qui en plus nous concerne, qui rentre parfaitement dans ce dont on a parlé tout au long de la journée, ce parcours d'onboarding, ce parcours client, et la lutte contre la fraude. Donc finalement, on n'est plus dans le buzzword, on est dans le cas d'usage. Plus personne, comme vous disiez, ne s'évanouit dès qu'on parle de blockchain, même si on ne comprend pas forcément tout quand on n'est pas dedans, on comprend bien que c'est un maillon de la chaîne de confiance, quoi. Absolument, 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 clairement. Ok. Alors, le deuxième, c'était l'une des thématiques de la conférence d'avant, c'est donc l'identité numérique et l'identité numérique professionnelle, où là, avec ce projet de wallet européen, quelle est votre vision là-dessus? Pourquoi ça traîne autant? Comment ça se fait que d'autres pays sont encore en avance et que nous, on traîne la patte comme ça? Alors, je dirais que alors la France sur l'identité numérique n'était pas le pays le plus en avance. Ça c'est une réalité. Certains pays européens sont un peu plus en avance que nous. Maintenant, là, il y a une vraie volonté au niveau européen, avec des initiatives clairement au niveau européen, avec des expérimentations qui sont menées. Alors nous,
on participe à l'une d'elles. Donc clairement, on rentre dans une phase, j'allais dire, avec une véritable volonté régalienne de pouvoir fournir une identité numérique. Alors ça a été largement évoqué dans la précédente conférence. Vraiment, il y a une volonté extrêmement forte, et plus qu'une volonté, il y a des travaux très concrets qui sont menés au niveau européen pour fournir à un niveau européen ce fameux ID Wallet, c'est-à-dire une identité numérique européenne qu'on pourra utiliser en tant que citoyen européen dans différents pays. Et qui reprendra alors toutes les notions qui ont été évoquées juste avant, voilà, son identité, mais également d'autres attributs qui pourront aller on cite son adresse à des éléments de peut-être même de revenus, voilà, un ensemble d'informations qui pourront être utilisées et fournies de manière sécurisée quand chacun d'entre nous voudra rentrer en relation ou faire valoir son identité dans un certain cas d'usage, que ce soit bancaire ou d'autres. Hein. On pense souvent à des cas bancaires parce que c'est des cas très importants, mais ça peut être simplement peut-être pour louer un appartement, pour faire valoir son identité dans plein de cas. Donc ça, la volonté est là. Donc là maintenant, on n'est plus, j'allais dire, sur une volonté uniquement sur la volonté, on est également sur des faits, puisqu'il y a vraiment des consortiums européens qui travaillent activement sur le sujet aujourd'hui, en ce moment. Et vous disiez que vous participiez à une expérimentation, ça c'est Vialink, c'est l'entreprise qui Alors, participe? moi j'y participe au titre de mon actionnariat, alors, au nom de Vialink, mais en tant que faisant partie du groupe BPCE. Donc, je participe au nom de BPCE au consortium Potential, dont DocApost anime brillamment les travaux en France. D'accord. Et il y a un groupe aussi au sein de la FNTC qui travaille sur ce sujet? Alors, il n'y a pas de groupe de travail au sein Non. de la FNTC, mais par contre, il y a dédié à cet aspect, on va dire, wallet européen, enfin, identité numérique européenne, mais par contre, il y a un groupe de travail spécifique. Alors, il y a deux groupes de travail finalement qui s'intéressent à ces sujets-là. Il y a un groupe de travail KYC, parce que le terme KYC a été beaucoup utilisé dans la précédente conférence, et c'est bien normal parce que le KYC, c'est un sujet assez large, dont l'identité est évidemment un aspect essentiel. Donc, il y a un groupe de travail KYC et il y a un groupe de travail identité numérique professionnelle avec un angle très orienté sur l'axe professionnel, parce que ça, c'est un gros enjeu et qui n'est pas réellement encore si bien traité que ça. Et même dans les premières expérimentations, l'aspect pro est peut-être pas au cœur encore des sujets, mais c'est vraiment un sujet majeur pour tous les acteurs. Donc ça, D'accord. on a un groupe de travail dédié là-dessus qui travaille sur ces sujets-là. Très bien. Alors donc, la blockchain, ok, identité numérique et surtout identité numérique professionnelle. Le troisième axe, c'est évidemment, et là c'est le buzzword, c'est les IA génératives. Et donc, alors selon vous, qu'est-ce que ça va apporter aux plateformes, aux solutions qui entrent dans cette sphère de la confiance numérique? Alors là, on peut élargir un peu, parce que alors c'est vrai qu'en ce moment, quand on parle d'IA, on ne parle que d'IA générative. C'est vraiment et c'est vrai que c'est le fait marquant un peu des dernières semaines, des derniers mois. Donc c'est l'actualité, c'est bien normal. Mais j'allais dire que pour à peu près tous les acteurs de la confiance numérique, quelque part, l'IA comme technologie, j'entends, hein, a fait irruption dans les dernières années. On a tous à différents niveaux, on utilise tous à différents niveaux, tous les acteurs de la FNTC, qu'ils soient, j'allais dire, fournisseurs de solutions ou utilisateurs de solutions ou même institutionnels, même profession réglementée probablement. Quel que soit le sujet, l'IA est devenue un outil qui est utilisé. Alors se pose, je pense, encore plus de questions avec l'IA générative, puisque, alors déjà avec l'IA se posent des questions de data, d'éthique, de maîtrise, de prédictibilité de certaines
analyses qu'on peut confier ou certains travaux qu'on peut confier à l'IA, ça, de manière générale, il y a toujours ce type de questions-là qui se posent. Avec l'IA générative, c'est peut-être encore plus, puisque là, on voit que, d'ailleurs, il y a certains pays ou certaines entreprises qui interdisent l'usage de l'IA générative parce que ça pose beaucoup de questions en matière. Alors, si on regarde simplement des aspects data ou privacy, ou si on va sur le côté du RGPD, là, il se pose beaucoup de questions sur ce sujet-là, mais également sur où ça nous emmène. Est-ce que ces IA vont aller faire. Il y a beaucoup de débats en ce moment dans la presse sur est-ce qu'elles vont devenir quasi autonomes. Voilà, donc ça peut faire peur aussi. Là, on a des petits relents de jeunesse pour ceux qui ont des cheveux blancs sur des choses comme Terminator ou autre. On peut se dire, mince, est-ce qu'on va bien maîtriser ce futur-là? Bon, à ce stade, je ne suis pas sûr qu'on ait des réponses définitives. Hein. Par contre, c'est important de se poser les questions. Les questions de comment on va maîtriser potentiellement l'outil que sont ces nouvelles approches, peut-être d'IA générative ou autre. Les questions autour de la donnée, et ça, c'est fondamental, parce que là, on voit qu'il y a une grosse consommation de données, et peut-être un peu de manière débridée. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et puis même au moment où ça va rentrer vraiment dans le quotidien, pouvoir des questions éthiques sur quels critères, sur quel, s'il y a une décision est prise, est-ce que elle est bien prise sur les bons critères. Il y a des dimensions éthiques qui sont assez pointues dès qu'on rentre dans ces débats-là. Donc là, il y a beaucoup de questions, mais qui sont devant nous. Aujourd'hui, la difficulté, je crois pour tout le monde, hein, que ce soit j'allais dire des gens qui travaillent sur la technologie ou des gens qui utilisent la technologie, c'est de se projeter de prendre en compte la rapidité d'évolution. C'est-à-dire que ce qu'on pouvait se dire il y a un an est peut-être déjà moins vrai maintenant. Et si on regarde la dynamique, est-ce que dans 6 mois ou dans un an, il n'y a pas encore un saut quantique qui aura été fait? Ça, aujourd'hui, personne ne peut vraiment le dire. Mais si on regarde la tendance d'évolution, ça va quand même très, très vite en ce moment. Donc, à nous, à la fois en tant qu'utilisateurs de la technologie et en tant que développeurs de cette technologie, d'essayer de maîtriser au mieux ces outils-là. Mais à ce stade, il y a encore beaucoup plus de questions que de réponses, je pense. Ce qui veut dire que l'IA va améliorer donc les solutions, enfin les solutions au sein desquelles elles seront intégrées, mais qu'il va falloir cadrer avec des législations certainement, avec des lois, des règlements, des normes. Exactement, et ça en ça, justement, des acteurs comme les tiers de confiance qui sont j'allais dire, qui ont par définition cette vision de travailler dans un cadre, de pouvoir assurer assurer cette dimension de confiance finalement, sont bien placés pour travailler sur ces sujets-là, puisque ce cadre qu'il va falloir poser dans les prochaines années, par définition, il va nécessiter peut-être des éléments de certification, de qualification, de pouvoir montrer patte blanche, entre guillemets, sur la manière dont on fait les choses. Et ça c'est vraiment un sujet, j'allais dire, qui est au cœur de nos préoccupations quotidiennes, j'allais dire, de tiers de confiance du numérique. On est vraiment au cœur de ce sujet-là. Là. Et c'est certain que ça va devenir, j'allais dire, encore plus prégnant, probablement dans les prochaines années. Je comprends. Donc en 1, la blockchain, en 2, l'identité numérique, en 3, les IA, et puis forcément un autre phénomène qui nous pousse à agir et qui impacte forcément ce monde, c'est la cybersécurité, ou en tout cas l'explosion des cybermenaces. Alors juste deux
deux choses, c'est-à-dire que j'ai relevé ça un petit peu. Il y a Jérôme Powell, le patron de la Fed, la Réserve fédérale américaine, qui disait que le risque majeur pour l'économie mondiale, c'est le risque cyber. L'homme est en effet plus inquiet du risque d'une cyberattaque à grande échelle que d'une crise financière mondiale semblable à celle de 2008. Donc, c'est dire si tout ça est pris au sérieux. Et puis, il y a autre chose, il y a le département de la justice américaine qui a élevé au même niveau d'investigation et d'enquête les ransomware que le terrorisme. Donc là, autant vous dire que effectivement, tout le monde prend ça très très au sérieux. Et j'ai l'impression quand même que la sécurité n'a pas évolué aussi vite que le numérique et que nos usages. Et que là, ça pose quand même un réel problème et que on agit toujours une fois que la menace est là ou une fois qu'on est attaqué et quand elle nous impacte, quoi. Quel regard, vous, au sein de la FNTC, quel est votre regard, même en tant qu'entrepreneur, hein, CEO de Vialink, sur ce sujet de la cybersécurité? C'est au Bah, cœur de... Oui, oui, tout à fait. Mais alors, c'est un sujet qui est très large, hein. Enfin, là, la sécurité des systèmes d'information, la cybersécurité, ça, c'est un sujet qui est très, très large. Par contre, il y a une relation. Alors, j'allais dire que nous qui sommes des tiers de confiance du numérique, voilà, donc nous, on garantit une certaine confiance. Donc, j'allais dire qu'il n'y a pas de tiers de confiance sans cybersécurité. C'est-à-dire que nous, on n'existerait pas si on ne garantissait pas à nos clients le niveau, en tout cas on essaye, hein, vraiment un niveau très poussé de sécurité, de cybersécurité, de sécurité de nos systèmes d'information. Parce que par définition, ce qu'on transmet, ce qu'on vend, entre guillemets, c'est de la confiance dans un monde digital. Donc ça c'est plus quand on se regarde nous. Mais si on regarde le sujet de la cybersécurité, j'allais dire les solutions de confiance numérique, on en évoquait tout à l'heure, d'archivage, de signature, d'identité numérique, etc., participent à un écosystème de cybersécurité, même si là, on n'est pas en train de parler d'un firewall ou voilà, d'éléments vraiment très, très profonds de sécurité, mais participent en tant que solution à un écosystème de cybersécuritaire, j'allais dire. Alors après, ça n'apporte pas tout, bien sûr, hein. Il y a la sécurité propre des systèmes d'information. Mais j'allais dire que nous, en tant que tiers de confiance, à la fois, nous, on se doit d'être à un niveau de sécurité extrêmement élevé parce que, entre guillemets, on vend de la confiance, on apporte de la confiance, mais également les solutions qu'on apporte participent à cet écosystème de sécurité de l'information. Alors, au-delà de ça, dire que c'est un enjeu pour les prochaines années, j'allais dire que ça, c'est une évidence parce qu'il suffit de regarder n'importe quel journal en ce moment. Je lisais voilà, un hôpital à côté de chez moi. Voilà, ils travaillent en mode papier depuis 3 mois parce que ils ont eu une attaque cyber et ils n'ont pas réussi depuis 3 mois à remonter leur système d'information. Donc, oui, par définition, c'est probablement un des risques les plus. La société devenant de plus en plus digitale, devenant de plus en plus numérique, c'est probablement un des risques les plus majeurs qu'on va avoir à affronter dans les années qui viennent. Alors, on peut même se demander si on ne peut pas faire le lien avec le sujet d'avant sur les IA qui évoluent de manière très très rapide, parce que peut-être que dans quelques années, ce sera des IA qui seront utilisées par les attaquants pour aller essayer de trouver des failles et j'allais dire, industrialiser les attaques qui font encore plus. Donc ça. Alors donc, mais selon vous, on doit faire... Comment on peut agir face à ça? Est-ce qu'on doit faire évoluer nos usages? Est-ce qu'on doit se former, ou en tout cas être sensibilisé, ou non, voire être formé à la sécurité de manière plus proactive, mais aussi disposer de bons outils, être conseillé? Je ne sais pas, au sein de la FNTC, est-ce que vous proposez, vous, des ateliers, des formations dans ce sens? Alors, on ne propose pas forcément de formation qui soit ciblée sur ce sujet-là. Par contre, je pense que, enfin, maintenant en entreprise, en tout cas dans on va dire les moyennes et les grandes, alors peut-être pas encore dans les petites, malheureusement, hein, mais il y a une vraie sensibilisation, en tout cas des salariés dans le monde professionnel,
à ces risques-là, parce que ces risques maintenant ils sont bien identifiés. Là, ils sont très clairs pour tout le monde. Donc, il y a une vraie sensibilisation dans nos pratiques professionnelles, probablement. Et d'ailleurs, une vraie professionnalisation sur ces aspects-là, avec une maturité qui monte. Après, je ne suis pas sûr que dans notre vie personnelle, encore, j'allais dire au sens large, il y ait autant de maturité sur ces sujets-là. Ça c'est certain. Et là, il y a certainement encore un peu de maturité à prendre sur nos usages à nous. Parce que dans l'entreprise, souvent, on est dans un cadre, on nous dit, bah voilà, c'est comme ça, il faut suivre ces procédures-là. Quelquefois, on ne les comprend pas toujours, mais on les suit parce que c'est comme ça. Et donc, il y a un certain niveau de maturité et d'efficacité, d'ailleurs. Dans la vie personnelle, ce n'est pas encore toujours le cas. Et souvent, on voit certaines contraintes comme justement un peu insupportables. Et donc, on essaye de passer outre. Ça évoluera probablement avec la prise de conscience progressive de ce risque-là, qui est vraiment un risque, là, ne serait-ce que des risques, on parlait d'identité, mais le risque d'usurpation d'identité maintenant, qui est un risque extrêmement, c'est vraiment un type de fraude qui se développe beaucoup. Ben c'est extrêmement grave et c'est très lourd quand on le subit. Donc, malheureusement, on réagit souvent quand on a un peu mal et pas forcément, on prend pas forcément conscience des impacts potentiels d'une attaque cyber, on va dire, entre guillemets, personnelle. Alors, donc pour résumer, donc, on a parlé de la blockchain comme potentiel qui aurait un impact, qui pourrait en tout cas susceptible d'avoir un impact sur cette chaîne de la confiance numérique, l'identité numérique forcément, les IA assurément, la cybersécurité c'est ce qui nous pousse à bouger, à se former, à appréhender le sujet, et à s'en emparer. Est-ce que vous voyez d'autres évolutions, d'autres sujets sur lesquels la FNTC est en veille qui risque d'impacter à plus ou moins long terme ou ce marché, cet écosystème de la confiance? Je dirais que là, on a quand même abordé des gros sujets, les grands sujets qui vont être un peu structurants dans les prochaines années, hein. Alors bien sûr, il y en a toujours beaucoup d'autres, hein. On a chaque groupe de travail finalement avec son angle de vue, que ce soit dans l'archivage, que ce soit dans la signature, que ce soit sur l'identité numérique, le KYC, etc., etc. Chaque groupe de travail vraiment descend en profondeur sur des sujets particuliers. Donc là, il y a de multiples sujets qui sont essentiels, j'allais dire, sur chaque angle de vue. Après, sur les grands enjeux qui sont liés à la confiance numérique, hein, puisque voilà, en tant que fédération, nous sommes la fédération des tiers de confiance du numérique. Donc, par définition, on va tomber sur ces grands enjeux qu'on a évoqués. On a des grands enjeux autour de l'identité numérique, on a des grands enjeux technologiques avec des changements technologiques autour de l'IA, dont l'IA est un des éléments très prégnants. Ces enjeux de cybersécurité, enfin en tout cas de sécurité des systèmes d'information et j'allais dire de nos propres données, hein, parce que en final ça retombe toujours sur un sujet de données quelque part aussi à un moment donné, sans le mauvais jeu de mots. Donc on a quand même balayé, voilà, les grands enjeux ils sont là, hein, les grands enjeux ils sont là. D'accord. Alors, dernière question, simplement, est-ce que vous pouvez nous expliquer, et pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de ces groupes de travail et sur quoi ça débouche? D'ailleurs, alors, vous avez expliqué les thématiques, nous dire combien il y en a des groupes de travail et surtout, ça débouche sur quoi ces groupes de travail? Alors, les groupes de travail, il y en a. Alors, je voudrais pas en oublier, je vais en oublier. Donc, je vais parler environ, comme ça, je ne vexerai personne. Et il doit y avoir 7 ou 8 groupes de travail à peu près. J'en ai cité quelques-uns. Le principe d'un groupe de travail, c'est un certain nombre d'acteurs, qui soient des fournisseurs, qui soient des utilisateurs des technologies, qui soient des institutionnels, des professions réglementées, des consultants, des experts, finalement se regroupent autour d'un thème et au sein d'un groupe de travail vont produire de l'expertise
produire j'allais dire, concrètement, ça peut prendre forme d'avis d'experts. Voilà, ça va être des avis d'experts sur un éclairage, sur un sujet particulier. Vont produire aussi ce qu'on appelle de la doctrine, c'est-à-dire vont produire des guides sur un sujet donné. Il y a un guide sur qui est paru sur le RGPD. Il y a un guide sur la signature électronique qui vient de paraître il n'y a pas longtemps. Et donc là, on produit ou du référentiel ou de l'information ou un guide qui soit plus fourni sur un sujet donné. Donc ça, c'est vraiment de la production. Les groupes de travail sont là pour produire, pour échanger, bien sûr, sur des sujets, mais aussi pour produire ou de l'expertise ou des guides, de la doctrine. Ils sont là aussi pour participer sur des éléments de normalisation potentiellement, avec voilà, du côté ISO, on participe à ces grandes instances de normalisation qui nous permettent d'apporter notre brique, j'allais dire, en tant qu'acteur du numérique. Et puis aussi, on a au sein de la FNTC depuis longtemps maintenant, hein, c'est moins en rapport avec un groupe de travail spécifique, mais développer aussi beaucoup de liens avec le monde universitaire, notamment avec le master de droit numérique de La Rochelle, mais pas que, où on apporte finalement ces éclairages en tant qu'acteur de la confiance numérique auprès de jeunes étudiants qui veulent s'acculturer, se former à ces grands enjeux du numérique du futur. Eh ben, écoutez, oui, parce que je crois qu'il y a quand même un sacré déficit de compétences et de formation dans ce domaine aujourd'hui, avec des postes à pourvoir et des compétences qu'on ne trouve pas. Ah, ça c'est sûr qu'il n'y a pas de problème il y a pas de problème de débouché. Hein. Oui, dans ce domaine-là, non. Ah non, dans ce domaine-là, donc c'est bien que vous participiez à ça. Alors. Absolument. Ben, on apporte notre petite brique. Nous, on apporte juste un éclairage dans un parcours universitaire qui est bien sûr beaucoup plus fourni, mais c'est très important pour nous aussi d'apporter cet éclairage un peu du terrain à des étudiants et des étudiantes. Eh ben, écoutez, parfait. Écoutez, merci d'avoir clôturé cette journée avec nous. Donc, d'ailleurs, je vous invite à aller sur le site de la FNTC où vous retrouverez toutes les ressources dont Philippe parlait, guides et autres. Voilà, écoutez, merci de nous avoir suivis. Merci à tous. Et puis, on se retrouve certainement l'année prochaine pour une édition 4. Et puis, on vérifiera l'année prochaine si tous ces sujets dont on vient de parler sont toujours d'actualité ou si ça a évolué. On verra ça. Merci à tous. Merci Philippe. Au revoir. Au revoir.